Bienvenue dans le débat de France 24. Un président presque comme les autres, c'est ce qui ressort finalement du premier discours de Donald Trump hier devant le Congrès américain. On en parle avec ici même à mes côtés Caroline Galacteros. Bonjour, vous êtes spécialiste de géopolitique, directrice de Planeting, un cabinet de conseil en intelligence stratégique. Également à mes côtés François Durper, historien à l'université de Cergy-Pontoise. Vous êtes auteur en nombreux livres sur les États-Unis, mais aussi de bande dessinée, La Présidente, un énorme carton en librairie. Le tome 3 doit sortir le 22 mars, je le dis pour ceux qui nous regardent, intitulé La Vague. La présidente, c'est Marine Le Pen à l'Élysée et le président, eh bien, c'est Donald Trump aux États-Unis. Vous évoquez les rapports, notamment toujours Poutine, entre ces deux dirigeants. Voilà. Et puis avec nous en direct de Washington, Hélène Vassilina, elle aussi spécialiste en géopolitique, présidente du Conseil des experts à l'organisation de conseils stratégiques pour les entreprises. Vous êtes ancien membre du Republicans Abroad, les républicains à l'étranger, et donc autant dire que vous penchez plutôt politiquement du côté de Donald Trump. Loin de l'Amérique crépusculaire et du carnage décrit lors de son discours d'investiture, Donald Trump s'est donc efforcé hier de projeter une image plus optimiste en promettant le renouveau de l'esprit américain. On écoute un passage. Un nouveau chapitre. De la grandeur américaine débute maintenant. Une nouvelle fierté nationale balaie notre pays. Une nouvelle poussée d'espoir rend nos rêves les plus fous à portée de main. Nous assistons aujourd'hui au renouveau de l'esprit américain. Hélène Vassilina, on a changé de ton du tout au tout par rapport à ce qu'on avait entendu le 20 janvier dernier sur les marches du Capitole. C'est un Trump aux accents réganiens qu'on a entendu hier. Tout à fait. Si on croit des sondages, et bonsoir à mes collègues et surtout à François Durper. Bonsoir Hélène. Bonsoir, comment tu vas? Ça va. Les sondages montrent quand même que ce speech était très bien reçu. À 78% disent qu'ils étaient positifs, 69% à dire que les politiques qu'il a annoncées allaient dans la bonne direction et 69% le disaient optimistes. Évidemment, il y a un changement de ton. Je pense que le temps est passé, le temps est venu à gouverner l'Amérique et avec ces mots très positifs, même si vous avez vu quand même une division assez nette entre le soutien du président qui n'était pas gagné, comme vous le savez, dès l'entrée de Donald Trump à l'élection, lorsqu'il a gagné l'élection. Donc, on voit un ralliement déjà des républicains autour du président. Et si vous avez attentivement regardé la sortie du président de la Chambre, vous avez vu quand même des démocrates qui se sont penchés vers lui et dit « Bon job, good job, Mr. President ». Donc, moi, je vois en ce speech des messages importants. Déjà, un speech discipliné, de l'optimisme, où il a parlé quand même de sécurité. Et là, les démocrates quand même se sont levés. Sur l'emploi, des impôts, la santé qui va être plus compliquée, comme on le sait, et Dieu sait que c'est compliqué. Imaginez mettre en place un système de santé européen, par exemple, et qui traverserait les frontières européennes. Un reset. Bien sûr, non seulement avec des démocrates au niveau national, mais aussi au sein de son propre parti. Et enfin, à dire que l'Amérique envoie ses meilleurs qui versent le sang pour les autres. François Durper, l'Amérique, ce village ensoleillé sur la colline, c'était un peu l'image qu'avait employé Ronald Reagan à son époque. On a entendu ça aussi hier de la part de Donald Trump. Il a essayé de s'inspirer de cet exemple dont on sait qu'il parle beaucoup aux républicains avec lesquels Donald Trump a été souvent en délicatesse. Oui, enfin président. 39 jours et enfin président. Alors, il était déjà président, mais il n'était peut-être pas le président de tous les Américains. Là, 60 minutes pour être le président de tous les Américains. Il n'y a pas que les démocrates qui attendaient cela et pas que les adversaires de Donald Trump qui attendaient cela. Il y avait aussi beaucoup de républicains qui attendaient cela. Ils l'attendaient à la Convention, ils attendaient ce discours à la Convention. Ils n'ont pas eu ce discours à la Convention. Ils attendaient ce discours lors de l'investiture. Et en guise de discours d'investiture, ils ont eu ces 16 minutes de carnage américain. Et enfin,
voilà ce discours qui est le premier grand discours d'un président qui endosse les habits du président. Alors qui peut-être va décevoir ceux qui aimaient le candidat anti-système. Mais le candidat anti-système n'aurait pas pu être un président anti-système pendant 4 ans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il avait un auditoire différent. Certes, les Américains, nombreux devant leur télévision, mais il avait en face de lui les congressmen. Et si les journalistes peuvent être anti-Trump, on peut quand même gouverner. Si les juges peuvent être anti-Trump, ou les espions anti-Trump, ou les manifestants anti-Trump, les congressmen, eux, ne peuvent pas être anti-Trump parce que, tout simplement, Trump a besoin des congressmen pour gouverner, pour faire passer ses lois. Et Hélène a dit quelque chose de très juste. 78% des Américains ont apprécié ce discours. Vous imaginez que sur le nombre d'Américains, il n'y a pas 78% de républicains. Donc ce sont des gens qui étaient enthousiastes pour des raisons différentes. Les républicains étaient enthousiastes parce qu'il a rappelé ses promesses de campagne de manière très très forte, et les démocrates, ils étaient surtout, eux, intéressés par le ton, des promesses, oui, mais des promesses cette fois formulées de manière conciliante, et c'est cela sans doute que les démocrates, eux, ont félicité. Alors on va aller dans le détail justement, mais d'abord votre opinion à vous, Caroline Galacteros. Vous avez été surprise de voir un Donald Trump qui a adopté un ton moins polémique. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il s'est normalisé ? Non, moi je ne pense pas que ce soit un président normal en quoi que ce soit, à vrai dire. Je pense simplement qu'il arrive à un stade où il va peut-être enfin pouvoir commencer à travailler véritablement sans avoir toujours à faire face, et ce n'est pas totalement terminé bien sûr, à cette hystérie médiatico-politique qui s'est emparée de l'Amérique en amont de son élection, et depuis son investiture, c'est terrifiant. Donc maintenant, il a d'autres problèmes, il a beaucoup d'autres problèmes. Moi, dans mes domaines, évidemment, la politique étrangère, internationale et de défense, je pense à ce qu'on appelle désormais le Russian Gate. Le Russiagate, enfin c'est ahurissant. On est en train de faire monter cette espèce d'idée même d'impeachment éventuel sur une base complètement d'affabulation. Ça a commencé avant, on l'a forcé à se séparer de Flynn d'une certaine manière, de son premier conseiller à la sécurité nationale. Donc là, on va voir s'il arrive à transformer cet essai. Vous le présentez presque comme la victime d'un conflit en légitimité qui serait instruit par d'autres, finalement d'un contexte qui lui est très défavorable. Est-ce qu'il ne porte pas, lui, quand même une part de responsabilité dans ce premier mois qui a été quand même particulièrement polémique et difficile, il faut le dire. Ça suffie. Oui, je vous laisse tomber l'oreillette. Il faut la reprendre pour écouter Hélène Vassilina, cela dit. Bien sûr, il a un style. Il a une façon de parler, de réagir brutale, qui peut gêner, qui choque, etc. Mais il avait surtout un programme, en tout cas en matière de politique étrangère, tout à fait innovant stratégiquement. Et tout a été fait pour l'empêcher, jusqu'à présent, de le mettre en œuvre. Et ça va être un grand enjeu. Et quand on dit que les Américains le regardaient, démocrates, républicains, le monde entier l'a regardé. Et ça s'adressait aussi au monde entier. Donc maintenant, je pense que s'il y arrive, et il faut absolument qu'il y arrive, il va se mettre en ordre de bataille. Et il a pris certaines mesures, il a fait certaines annonces, on peut les trouver insuffisantes, mais qui font de lui, comme l'a très bien dit Laure Mandeville dans le Figaro, dans un article aujourd'hui, on peut difficilement penser que c'est une taupe russe, n'est-ce pas, qui fait une annonce de presque 60 milliards d'augmentation du budget de la défense américain. Voilà. Ça dépend à quoi sont utilisés ces 60 milliards. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs d'en parler. En tout cas, sur le fond, il ne lâche rien. Et ses appels au consensus visent avant tout à pousser son programme de réforme à lui. Exemple avec l'Obamacare. Ce soir, je demande également à ce Congrès d'abroger et de remplacer l'Obamacare. Obliger chaque Américain à adhérer à une assurance maladie reconnue par le gouvernement n'a jamais été la bonne solution pour notre pays. Pour rendre l'assurance maladie accessible à tous, il faut réduire son coût et c'est ce que nous allons faire. Hélène Vassilina, le simple fait d'intituler cette réforme Obamacare en s'adressant aux congressmen démocrates, est-ce que ce n'est pas déjà une manière de rompre le consensus qu'il prétend mettre en place ?
Vous savez, ici, on appelle ça aussi l'Obamacare, mais on appelle aussi ACA, donc Affordable Care Act. Donc, l'un ou l'autre, bon, Obama, même le président Obama, elle a dit, moi, j'aime bien, ça me le rend bien. Donc, ce n'est pas déjà quelque chose qui choque ici. De fait qu'il veut réformer la santé, et si vous vous rappelez bien, cette réforme de santé a commencé bien avant le président Obama. On a toujours essayé de mettre en place un système universel de santé ici. Or, Trump essaie d'innover aussi, comme je l'ai dit dans mon petite introduction, si on pouvait imaginer mettre en place un système de santé européen qui traverserait les frontières, qui mettra, donner quand même des meilleurs prix aux usagers, qui garantirait, par exemple, lorsque vous déménagez d'un État à un État, vous avez toujours une couverture, et non seulement, comme c'est le cas ici, avec votre employeur. Donc, il faut imaginer que la réforme de la santé, c'est toujours quelque chose, et je pense en général, ces gros dossiers américains qui sont à revoir, par exemple, pour l'emploi, la santé et même la défense. Il y a des choses, des gros dossiers qui demandent une certaine attention. La santé, c'est une chose, mais il y en a d'autres, comme ont évoqué mes collègues sur le plateau. En ce qui concerne, par exemple, la défense et... allez-y. On évoquera les autres sujets peut-être après. On va peut-être procéder un par un. J'en profite pour saluer Henri Landès qui nous a rejoint. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, Henri Landès. C'est quand même intéressant de voir aujourd'hui des républicains dire on a toujours voulu, nous, un système de santé universel, un système de couverture maladie universelle. On se souvient que Ronald Reagan lui-même s'était exprimé pendant très longtemps contre, à l'époque, ce qui était, et ce qui est toujours d'ailleurs le Medicare, l'aide pour la couverture maladie pour les plus âgés. Aujourd'hui, ça semble être finalement admis par les républicains qui n'en font qu'une affaire finalement de méthode, de mise en application. Est-ce que c'est vraiment ça aujourd'hui le problème pour eux, ou est-ce qu'il y a un agenda caché d'une certaine manière? Il réalise qu'aujourd'hui, le taux de personnes qui n'ont aucune assurance maladie est au plus bas niveau de l'histoire aux États-Unis. Il y a 23 millions de personnes qui bénéficient d'Obamacare. Compliqué de dire à ces personnes-là, on va vous enlever le programme qui assure votre santé, qui est un énorme soulagement financier aussi. Sur Medicaid, qui est une des composantes de Obamacare, qui montre un petit peu l'hypocrisie du Parti républicain sur ce sujet. Quand les États fédérés... Peut-être expliquer pour ceux qui nous regardent ce qu'est Medicaid. Medicaid, c'est la partie de santé d'assurance publique pour les plus pauvres américains. Obamacare avait comme but d'étendre Medicaid. Mais après une décision de la Cour suprême suite à l'attaque en cour de justice par les républicains de Obamacare, il y a eu la décision de laisser aux États fédérés un certain nombre de mesures pour la mise en œuvre de Obamacare, dont laisser passer ou pas Medicaid, si je caricature un petit peu. Et dans les États républicains, ils ont bloqué l'avancement de Medicaid, et des études montrent qu'il y a plus de défauts sur des paiements, plus de mise en défaut de paiement et de troubles financiers pour des personnes dans les États où Medicaid n'a pas pu être mis en œuvre. Et c'est difficile de dire aux Américains, les classes populaires et les classes moyennes qui ont besoin de cette assurance maladie pour ne pas être profondément dans la pauvreté, on va vous enlever ce qui vous reste maintenant, ce programme qui vient vous soulager. D'autant qu'on s'en souvient, François Durper, de Mitt Romney, ce candidat qui, dans son État, le Massachusetts, avait mis lui-même en place un système de couverture maladie. Est-ce que finalement, en utilisant ce totem de l'Obamacare, en diabolisant Obama sur cette question-là, les républicains n'ont pas choisi le mauvais cheval de bataille? On s'en rend compte aujourd'hui avec leurs difficultés finalement à le remplacer. Mais c'est un petit peu au-delà du changement de ton, ce qui traduit le passage d'un Donald Trump candidat à un Donald Trump président. Ça a mis un peu de temps parce qu'il a fallu un sas, si vous voulez, de 39 jours. Mais je vous rappelle que Donald Trump, dans sa campagne, et là, il suffit de retrouver les discours, avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir, en 24 heures, ça va être réglé, Obamacare. Ça va être fini, terminé. Et puis, en passant, je vais diminuer en plus le prix de la santé par 2. Pourquoi pas par 3 ou par 4? Enfin, il va l'aller diminuer par 2. Et la semaine dernière, il était déjà devenu président, puisqu'il s'adressait aux gouverneurs en leur disant un mot de président, vous savez, ça va être compliqué.
ça va être compliqué, on va réformer. Donc ça y est, il a les mains dans le cambouis, il commence à comprendre que les choses sont compliquées, qu'il va réformer, qu'il a besoin, pour ce faire, en plus on ne réforme pas les États-Unis comme on réforme la France, même si la France n'est pas si facile que cela, hein, on n'y arrive pas non plus, mais là-bas c'est État par État, c'est un État, comme on vient de le rappeler, fédéré, donc c'est compliqué. Mais il y a plein d'autres sujets, et si on regarde dans les détails, justement, c'est les détails qui pêchaient cette nuit. C'était un très beau discours, mais les détails, ils ne sont pas encore complètement là. Alors on va dire, en 60 minutes, on ne peut pas énumérer complètement les détails, évidemment. On ne peut pas non plus construire un agenda législatif, mais si on rappelle le 2009 Obama, 2009 Obama, je crois me souvenir qu'au bout de 40 jours, il avait ficelé son plan de relance. Et même en l'ayant ficelé, ça n'a pas été si facile au Congrès, un Congrès qui était pourtant démocrate. Oui. Donc Donald Trump se rend compte que sur le plan du management, il y a des progrès, il est en train de remettre un petit peu en ordre son administration. Et là, il faut qu'il aille vite. Pourquoi il faut qu'il aille vite? Parce que vous savez qu'il n'a plus que 16 mois de présidence, hein, Donald Trump. On est aux États-Unis et dans 16 mois, on commence l'élection mi-terme. Oui. C'est la démocratie américaine. Oui. Il n'a pas que 16 mois réellement, mais si on veut voir le temps d'action réelle et de réforme, c'est 16 mois avant le début de l'élection mi-terme. Et on va continuer à parler de ces réformes que Donald Trump a évoquées hier. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de ce débat. Suivez la semaine de la mode parisienne sur France 24. Installez-vous au premier rang des défilés et découvrez les nouvelles tendances du prêt-à-porter féminin pour l'automne-hiver prochain. Dans cette émission spéciale, retrouvez le meilleur des collections, l'ambiance, les coulisses. C'est dans Mode et c'est sur France 24 et France24.com.